vulgariser, faire sortir et exploser les concepts. Et en informatique, Dieu sait si on est fort pour inventer des concepts marketingaux, théoricaux, machin truc. Cet après-midi, on va essayer d'un peu démystifier cette notion de data. Nous, on entend parler tous les jours, on parle de big data, on parle de data, comme si le data était finalement le net plus ultra de l'évolution, de la transition numérique et du développement des entreprises. Bon, ben, on va essayer de, tous ensemble, là, de vous donner des éléments d'information pour les voir un petit peu plus clairs et surtout comment on va essayer de les attraper, ces datas. Alors, avec moi, donc, je vais leur passer la parole, donc Sylvain, tu peux garder le micro, 3 minutes pour vous présenter, nous dire un peu le profil, et un peu comme ça, le sujet d'intervention aussi, si tu veux commencer aussi. Bonjour, Sylvain Poquet, je suis responsable R&D et Analytics chez PumpUp. Alors rapidement, chez PumpUp, on est une agence d'optimisation web et on a 3 métiers qui sont la data, c'est-à-dire mesurer ce qui se passe sur un site web, mesurer les interactions qui vont se passer par la suite jusqu'à l'achat et même après. L'acquisition de trafic, c'est faire venir des visiteurs sur des sites web. Pour ça, on utilise plusieurs régies qui sont Google AdWords, Bing, ou même Facebook. Et ensuite, sur la conversion, on a une partie métier sur les tests AB et comment optimiser les sites web pour favoriser la conversion en clients des visiteurs. Voilà, donc très pragmatique, conversion client, visiteur, ça c'est de la partie. Gérald ? Bonjour. Donc Gérald Sade, je suis associé formateur d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Shift Avocat. Nous intervenons en droit de la propriété intellectuelle, de nouvelles technologies. Donc on s'occupe de tout ce qui concerne le web, le RGPD, les choses à la mode. Voilà. Donc on ne fait pas ce qu'on veut avec la data. Gérald m'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même un cadre juridique. Julien, au dégoté, vous remplacez ton patron Philippe Collot. Oui, donc Julien Poulet-Georges, je travaille chez Manhattan en tant qu'ingénieur avant-vente en cybersécurité. Donc Manhattan est expert en cybersécurité et intégration, donc on travaille sur tout ce qui est intégration de réseau, Wi-Fi et bien sûr d'équipements de sécurité et de solutions. On propose aussi des audits de sécurité et de pentest. On a des ingénieurs qui peuvent auditer vos réseaux et faire des tests d'intrusion. Plus vulgairement, venir vous hacker, voir si vous avez des failles de sécurité. On s'occupe aussi de la partie consulting, donc si vous avez besoin d'accompagnement pour faire des choix ou monter un cahier des charges sur des solutions sur lesquelles vous voulez travailler, voilà, on peut vous accompagner. Voilà, merci Julien. Donc la data, il faut penser à la protéger, mais aussi de temps en temps à détruire trop de data, tue la data. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Lorena, dimension marketing. Alors, moi, je suis responsable marketing communication pour une PME d'industrie chimique. Et donc, en plein transformation digitale. Donc, à ce titre, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un master l'année dernière en Big Data et Marketing Digital. Et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui. Je représente l'école Master Big Data pour l'INSEC. Donc, voilà, plus de méthodologie théorique autour de la data en parlant. Très bien, actualité. Et enfin, Philippe. Bonjour, Philippe Pellissier. Je suis un des dirigeants de 2 sociétés qui s'appellent Presta Concept et l'autre qui s'appelle Squad Data. Comme son nom l'indique, Squad Data, on parle de data. On est dans le monde du recyclage publicitaire. Un de nos produits historiques, c'est l'email retargeting. Je viens sur un site, vous ne me connaissez pas, là parce qu'il y a votre site, et je reçois 1 heure plus tard un mail avec une promotion publicitaire ou éventuellement ce que j'avais mis dans mon panier et que j'ai abandonné, je suis parti. On monitore beaucoup de visites, plus de 260 millions par mois. On a une capacité à identifier les internautes. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur, mais je connais un internaute sur 3 en France B2C. Donc je peux lui envoyer un message derrière. Donc on fait du mail, du SMS, on géolocalise les gens. Et on peut aller chercher de la data complémentaire, d'autres données sociodémographiques, votre âge, votre sexe. Donc Ça devient voilà, plein de choses comme ça. On va voir ça dans les détails. Merci Philippe. Bon, je suis moi Pascal Nief, donc j'appartiens à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Éval et je suis en charge du pôle nouvelle économie, filière et réseau ici dans cette
grande maison. Alors, nous, on voudrait que, vous voyez, il y a pas transparent, on voudrait que cet atelier soit un atelier basé sur l'échange. Du coup, vous me regardez, vous faites un petit signe hein, quand il y a un mot ou une énormité, une congruité, quelque chose que vous voulez approfondir, vous faites un petit signe, et puis du coup, hop, on fera des échanges en temps réel avec nos intervenants. On va aussi suivre un fil rouge. On va leur expliquer un peu finalement c'est quoi cette data, parce que à partir de quand on devient data, etc. Comment elle peut influencer sur les processus de l'entreprise. Vous l'avez vu aussi la partie régalienne, la partie intelligente de la donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces données-là? Et puis on aura production et puis destruction. Ce que nous disent l'évolution de l'entreprise, le monde économique et ce que nous dit aussi là-dessus. Alors pour démarrer Lorena, ce que vous faites, ce qu'on apprend aujourd'hui dans ces domaines-là, finalement, data, c'est récent, c'est vieux, comment ça se passe, c'est quoi finalement une data au XXIe siècle? Alors tout le monde a en tête l'informatique, c'est à peu près tout ce que c'est aujourd'hui un octet, un bit, etc. C'est quoi cette data? Si vous aviez une définition de la data aujourd'hui, vous tracez un peu le fait que ça soit quasiment devenu une science qu'on apprend aujourd'hui. Oui, bien sûr. Data, c'est la donnée, donc c'est l'information. Pourquoi on parle aujourd'hui Big Data? Tout simplement parce que à l'ère numérique, beaucoup de choses sont accessibles aujourd'hui. Les données existent depuis toujours. Elles sont dans les papiers, elles sont archivées, et il y en a en masse. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de Big Data, c'est le côté axé, donc la démocratisation de l'Internet, des logiciels, de tout ce côté informatique qui nous fait parler de Big Data. Big Data, deux notions, volume et information. Que va récolter par les téléphones, par les objets connectés, et ainsi de suite. Donc finalement, parce qu'on a eu cette ère numérique, cette démocratisation des outils, que la donnée elle est accessible. On peut le voir, je pense, au niveau des médias. Avant, on disait, mais on n'entendait pas toutes ces informations-là, et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est accessible pour tout le monde, à 24 heures et avec n'importe quel dispositif. Donc finalement, c'est quelque chose qui date depuis toujours, la donnée, l'information. C'est juste, voilà, on dit souvent, on change de concept, on change de terminologie, et aujourd'hui, on essaye enfin, on l'apprend, on essaie de l'apprendre parce que les outils que nous avons, typiquement Excel, ne suffisent plus à la traiter. Donc il nous faut des outils de stockage, des outils de traitement qui soient plus puissants à traiter cette information qui arrive en temps réel avec masse. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on a toujours eu de la data, on faisait de la data sans savoir, un petit peu comme Molière, on avait des informations écrites sur des fichiers, sur des calepins, sur des trucs comme ça. Et aujourd'hui, grâce au monde informatique, on a des provenances toujours manuscrites, mais aussi digitales. Et que du coup, les enseignants, le monde de l'éducation a mis en place un peu des procédures pour assurer les processus de traitement sur cette data. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc voilà, donc, le data, finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est de la donnée, tout le monde en a eu, on la manipule, puis à un moment donné, on en a beaucoup, puis elle est complexe. Et donc il faut un peu structurer cette approche de la donnée. Tout à fait. Mais cette façon que la voix, l'image, ça ne se traite pas de la même façon, donc c'est une complexité autour qui fait qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir justement l'exploiter. D'accord. Philippe, à partir de quand, là, justement, on passe dans le champ du big data? On entend parler de big data. Big data, c'est les volumes. Moi, je répète un petit peu. Mais en fait, c'est ce que tu disais, il y a eu toujours de la donnée, on a eu des ERP dans les entreprises, on a eu des CRM. Puis maintenant, de ces CRM, on va aller chercher de l'information, on va aller traquer de l'information, on va aller enrichir cette information avec la donnée de météo, de navigation, plein de choses. Et on a toujours eu de la donnée.
c'était quelques centaines de milliers de lignes, quelques millions d'enregistrements. Et quand on va parler de big data, c'est quand on va commencer à avoisiner le milliard d'informations. Mais paradoxalement, c'est des choses qu'on arrive à faire assez vite. Voilà. Et le problème de ces volumes de données, c'est qu'on ne va plus les stocker de la même façon. Après, je ne vais peut-être pas rentrer tout dans la technique, et puis je ne suis pas forcément technicien, mais tout ce qui est moteur SQL, base de données SQL, et ben on va commencer à entendre parler de base de données NoSQL, et quand ou moteur de données NoSQL, donc pas SQL. Et quand vous entendez ça, vous dites tiens, on est peut-être en train de faire du big data, c'est des technos pour collecter de la donnée en masse. Donc, au-delà du million, au-delà de la dizaine de millions, quand on commence à frôler le milliard, on va parler de big data. Donc première partie de cette intervention-là, on se rendait compte d'un seul coup, on a de la donnée, on a toujours eu de la donnée, on l'a plus ou moins bien traitée, et aujourd'hui on se rend compte que c'est un élément qui va consolider le positionnement stratégique de l'entreprise. Donc il faut la traiter correctement et mettre un peu de méthodologie. Et puis avec l'avènement du numérique, Philippe nous dit, à partir d'1 million, il faut non seulement la traiter, donc il faut la reconnaître, l'analyser, mais en plus qu'il y en a beaucoup, à un moment donné, il faut mettre des processus informatiques et un petit peu de puissance de calcul. Lorena, vous voulez rajouter quelque chose, Philippe ou Lorena, sur cette première partie? Non, très bien résumé. Vous avez des questions dans la salle sur cette dimension-là? Juste l'acronyme SQL, vous voulez dire? Alors, c'est ça. C'est un gros mot, et en fait c'est un langage pour aller requêter de la donnée. Peut-être tu peux me dire exactement ce que ça veut dire SQL? Oh, un ancien collaborateur au fond de la salle. Search. Ouais, Query Language, pardon. Merci. Ouais, on touche au monde de l'anglicisme. Alors, Sylvain, du coup, voilà, premier débrief, on voit un peu mieux ce que c'est que cette big data, tout le monde nous rabat les oreilles. Alors, du coup, à quoi ça peut servir? On a déjà entendu un bon mot là, CRM. Donc CRM, c'est le logiciel qui est censé gérer les clients, l'approche client. Tu peux nous en dire un peu plus à quoi va servir cette data? Alors, la data, déjà, il faut la... Enfin, déjà, il faut... L'objectif ici, c'est déjà de savoir comment on peut avoir la valeur à cette data-là. Donc finalement, une des parties les plus faciles où on peut avoir la valeur dans ces données-là, c'est sur la partie prospection et commercialisation. Là-dessus, alors effectivement, la CRM, c'est la partie après contact. C'est une fois qu'on a eu le contact, quelle évolution va avoir ce contact. Et on va pouvoir mettre des marqueurs sur les différentes étapes de cette phase de prospection-commercialisation. Et ensuite, on va pouvoir relier ça. C'était, Philippe, une discussion juste avant sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur le site web, est-ce que cette personne est déjà venue, et proposer des messages différenciés. Il y a d'autres parties sur cette data-là sont aussi un peu plus, on va dire, simple, entre guillemets, c'est la partie mesurer son site web. Sur la partie mesurer son site web, c'est finalement, je vais définir des objectifs sur mon site web et leur attribuer des valeurs. Alors, si c'est un formulaire de contact, un formulaire de devis, peut-être qu'on peut mettre des valeurs différentes. Dans le cas d'un site de e-commerce, on a la valeur effectivement qui est tout de suite là, ou presque. Et ensuite, on va pouvoir segmenter ces informations-là pour savoir, par exemple, des segments démographiques qui sont meilleurs entre guillemets que d'autres, on va dire plus en ciblage avec notre produit, ou même aller jusqu'à choisir, on va dire, les types de trafic, de canaux d'acquisition qui vont être plus rentables. Là où ça va être plus compliqué, et là où ça va appeler un peu plus le côté big data, c'est qu'on va commencer à analyser des personnes qui font plusieurs allers-retours sur le site, qui font plusieurs visites. Donc finalement, on va parler de multicanal. Et là, ça commence à être plus compliqué. C'est là où on a besoin d'une CRM, par exemple. Non, c'est super, je trouve. Non, je suis pas venu pour ça, pardon. Donc je suis venu pour faire le pêcheur tournant. C'est vrai que c'est mon métier, mais il ne faut pas voir ça comme ça. Aujourd'hui, la loi est là effectivement pour permettre à la donnée en fait, d'être valorisée. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que la loi n'est pas forcément là pour vous empêcher de faire ce que vous voulez avec la donnée. Au contraire, la loi, quand elle est respectée autour de la donnée, ce qui veut dire effectivement on ne va pas faire n'importe quoi, va vous permettre d'avoir
une donnée qui est valorisable. Pour avoir une donnée valorisable, donc, il faut arriver à respecter les lois et règlements qui font que cette donnée est collectée, est conservée, est reproduite et diffusée dans des conditions qui sont acceptables en termes éthiques et en termes d'acceptation sociale, je pense aussi. Donc, je préfère positiver tout ça en le disant comme ça. C'est vrai que ça offre d'incroyables possibilités. Par contre, il faut passer sous les fourches codiques du législateur, des autorités, et avant de pouvoir faire ça, donc, il faut qualifier la donnée. Il y a plein de sortes de données, on a cité tout un tas de sortes. Vous pouvez avoir de la donnée, un peu ce qu'on appelle de la raw data, c'est-à-dire des données de localisation, vous pouvez avoir des données de consommation, vous pouvez avoir des données qui sont rattachables ou non à une personne, vous pouvez avoir des données qui sont en soi des œuvres, des photos, des textes, du son, tout ça. Vous allez, derrière chaque type de données, vous allez avoir en fait une qualification juridique différente. Donc la data, juridiquement parlant, quand vous passez le filtre juridique dessus, elle n'est pas unique, elle est protéiforme. Une data peut être tout un tas de choses à la fois, juridiquement parlant. Donc vous voyez une donnée, nous, quand on passe le filtre juridique dessus, on y voit du droit d'auteur, on y voit du droit des données à caractère personnel. Donc là, ça fait écho à la petite blague RGPD de tout à l'heure, parce que vous entendez tout le temps parler, je pense, de RGPD en ce moment. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en permanence, si vous voulez faire du bon travail, et donc transformer la data en or noir numérique, comme on l'appelle, eh bien, il va falloir que vous pensiez aussi très en amont, je dirais, au traitement juridique que vous allez faire de votre data. Et ensuite, par contre, je ne vais pas faire jusqu'au bout l'impression de tourner en rond, c'est que tout est possible, et en plus dans la légalité. Et si c'est légal, ça veut dire que c'est commercialisable. Un fichier qui n'est pas légal, c'est un fichier qui n'est pas dans le commerce, donc c'est un fichier que vous ne pouvez pas vendre ou dont on pourra faire annuler la vente parce que vous ne pouvez absolument rien en faire. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, valorisable, oui, mais dans la légalité. Alors, à ce moment-là de l'atelier, il y a des questions dans la salle sur la partie juridique, sur la partie provenance des données, sur la partie un peu stratégique. Moi, personnellement, je trouve que c'est logique. C'est logique de donner, ou dans les magasins, on sait tout, partout. Je trouve que c'est terriblement intrusif. Parce que pour moi, un peu le commerce, c'est aussi un peu comme un voyage. Il débute quand on commence à se perdre et que quand on ne va pas directement où on veut aller. De toute façon, je trouve ça extrêmement intrusif. Ah. Merci pour cette question. Peut-être qu'on en est au début, et je comprends votre remarque, mais ce qui sera intéressant, c'est quand on vous connaîtra vraiment et qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on vous embête justement quand vous rentrez dans un magasin et que vous soyez dans votre aventure. Donc c'est jusque-là qu'il faut peut-être qu'on aille. Oui, après, en dehors de ce côté intrusif, je rejoins complètement Philippe, c'est de mieux connaître la personne, le client, son comportement de consommation, pour justement amener le bon message. C'est ça en fait qu'on essaie de faire passer. La donnée, elle a une valeur qui, si elle est bien utilisée. Ça ne sert à rien de la laisser stockée dans nos serveurs si on ne sait pas l'utiliser à bonne source. Après, il faut aussi comprendre que pour l'entreprise, il y a une valeur économique que la donnée peut apporter. Bon, aujourd'hui, c'est des méthodes qui sont en test dans certaines entreprises, mais ça mérite d'exister. Et aujourd'hui, si on parle d'actifs immatériels, la donnée c'est un actif immatériel, un actif client, une donnée sur un client va apporter donc de la connaissance à l'entreprise, donc une meilleure gestion de son stratégie, de son offre, de quelles ressources mettre en place, humains, outils, pour justement amener le bon message. Et tout ça, en fait, réuni, on peut noter cet actif client, je peux dire comme ça. On peut ajouter une ligne à notre bilan comptable et vraiment valoriser
valoriser la donnée, donner une valeur supplémentaire à l'entreprise et une attractivité en termes de, pour les investisseurs, pour les banques, pour les futurs candidats qui vont arriver, les employés. Je pense qu'il faut voir la donnée dans un sens où aujourd'hui, si on étudie la donnée, si on essaie de la travailler, c'est pour que derrière, éthiquement, il y ait vraiment une éthique aussi et qu'elle serve à quelque chose. Non seulement pour la personne en face, mais aussi pour l'entreprise, en fait, tout l'écosystème qui comprend l'exploitation de la donnée. Je peux rebondir sur Je pense qu'en fait, la dimension légale est importante parce que ça oblige, en quelque sorte, à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que on est dans le règne aujourd'hui de la transparence et du consentement d'un point de vue consommateur. On va de plus en plus demander aux consommateurs d'accepter la démarche que l'on a de profiling sur lui, donc d'identification précise de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de la capacité que l'on a aussi à anticiper ce qu'il veut. Théoriquement, l'objectif, c'est de lui fournir le service le plus précis possible, sans qu'il ait l'impression qu'on lui force la main. Quelque part, c'est assez cohérent tout ça, parce que ça veut dire qu'on va devoir justement lui fournir des services extrêmement sensibles, extrêmement fins, pour éviter justement qu'il y ait un réflexe épidermique et que la personne nous enlève son consentement. Donc certainement, je pense qu'on est à l'âge de pierre, mais je me retourne vers vous, mais on est à l'âge de pierre et on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fin, peut-être encore plus intrusif finalement, mais on aura le consentement des personnes parce qu'elles auront admis et légitimé le fait qu'on est en train de leur fournir un service à valeur ajoutée. Et on n'est pas en train de leur fourguer quelque chose à coup de pied à la porte. Vous voyez, c'est peut-être ça la différence. Et le respect aussi des personnes, ça passe certainement par là. Alors, en plus, il y a un élément nouveau là, que porte Lorena, là, que vous portez tous les deux, je vais reprendre là. C'est cette histoire d'actifs de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on cède ou quand on achète une activité, il y a un moment donné, sans doute de plus en plus, on verra non seulement le fichier des clients qu'on achète habituellement, mais aussi la valeur liée à certaines données de l'entreprise. Donc c'est un élément aussi constitutif des transactions. Alors, d'autres questions? Bonjour, je suis éditeur scientifique et donc on fait du B2B. On a beaucoup de mal à obtenir des données justement de la part de nos abonnés, de la part de nos clients. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans le monde de la santé avec les hôpitaux, etc. Et il y a une culture de la méfiance par rapport effectivement à toutes ces bases de données, à toutes ces informations qu'on préfère. Donc ma question est, comment obtenir ces informations qui effectivement pourront tout à fait servir de façon très intéressante à nos abonnés, et est-ce qu'en termes de loi, effectivement, il y a des choses à mettre en place? Parce que le problème, c'est que moi j'ai un fichier actuellement en masse, j'ai 3000 mails que j'envoie tous les mois, que j'ai constitué moi-même. Je pense qu'au 25 mai, je pourrais jeter la poubelle, ou pas. Voilà, donc comment je fais au 25 mai avec ce fichier, et comment je fais pour arriver à faire que mes clients me donnent leurs données? Donc deux natures de questions, vraisemblablement une pour Gérald et peut-être pour Philippe ou pour Sylvain. Donc peut-être la plus facile ou la plus compliquée, Gérald? Non, on va faire simple. Déjà, vous faites du B2B, donc ça veut dire que théoriquement, vous n'êtes pas sur une sensibilité de données extrêmes. Alors j'imagine que vous avez des contacts qui sont les contacts des entreprises, donc les contacts personnes physiques des entreprises qui représentent du coup leur personne morale. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. La plupart du temps, vous allez manier des données qui sont des données pseudo-publiques, puisque les personnes acceptent que leurs données soient sur LinkedIn ou autre. Déjà, donc elles sont facilement accessibles. Donc on est sur une donnée personnelle qui est soumise effectivement à la loi informatique et liberté et au règlement, mais on est simplement sur une donnée d'une extrêmement faible sensibilité. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut
simplement les informer de ce pourquoi vous allez collecter l'information, où elle va, combien de temps vous la conservez, quelles sont donc les finalités de cette conservation, qui sont les personnes qui y ont accès, etc. Donc ça passe par une information, certainement pas de demande de consentement dans votre cas, ça m'étonnerait, mais par une information très précise que vous pouvez certainement améliorer avec la constitution d'une privacy policy, donc une charte, une politique de vie privée, pour expliquer face à un public qui est très sensibilisé effectivement dans le médical, historiquement, c'est certainement là où on a le plus de réflexes de sécurité et de confidentialité. Donc c'est logique qu'ils aient, eux, un souci plus fort et qu'ils veuillent comprendre pourquoi vous avez besoin de ça. Il va falloir le légitimer beaucoup plus. Mais pour autant, ça ne me semble ni infaisable, ni impossible vis-à-vis de la loi. Au contraire, vous êtes dans un cas qui est d'une extrême simplicité. Alors, deuxième partie de la question à Sylvain ou à Philippe, comment, de façon insidieuse ou pas, je récupère des informations qui pourraient m'intéresser? Alors, déjà, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Sur la partie production de données, finalement, on peut le produire avec des outils informatiques. Donc, il faut quelque part les pousser vers une solution informatisée, que ce soit une plateforme web, téléphone, ou même du mail. En tout cas, il faut que ça passe quelque part par des outils informatiques. Pour ça, il faut les solliciter. Et donc, voilà, ça peut passer par effectivement de newsletters, ça peut passer par pourquoi pas du trafic extérieur, mais il y a une partie vente indirecte là-dessus pour arriver à les faire migrer vers du système juste papier vers des solutions plus informatisées. Voilà, c'était la grande question à un moment pour les journaux, par exemple, pour comment les faire passer sur le web. Pas mal de choses comme ça. Philippe, tu as des idées toi, là-dessus? Déjà, effectivement, vous êtes dans du B2B, puis je vous ai entendu dire pour qu'ils donnent leurs données. C'est quoi la contrepartie? C'est-à-dire que c'est donné en contrepartie, qu'est-ce que vous allez leur apporter en face? Parce que notre contenu va vers les infirmières, va vers les médecins. Oui, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail de votre business, mais le truc, c'est que si je vous donne une donnée me concernant, il y a peut-être un intérêt. C'est quoi la contrepartie que je vais avoir? Ouais. Et peut-être le deuxième sujet, ce qu'on fait nous aussi, c'est que ma donnée, je vous la donnerai peut-être pas, mais de façon indirecte, vous pouvez peut-être aller l'acheter ailleurs aussi. Des fois, c'est pas. Non, mais comme j'ai entendu donner, il y a le côté gratuit derrière, et la donnée, c'est pas gratuit en fait. Hein. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça coûte de l'argent, les gens vont la valoriser, on parlait d'actifs tout à l'heure, mais ça se monétise. Moi, la donnée, quand je dis je sais reconnaître une personne, je l'achète. Donc c'est important. Ça c'est important, ce que vient de dire Lorena juste avant, tu as déjà vu passer dans la valorisation d'actifs, soit de transmission, soit déjà cet élément qui va apparaître de plus en plus. Il y a effectivement la valeur comptable de l'entreprise qu'on sait lire à travers un bilan, mais il y a aussi cette valeur un peu plus virtuelle qui se concentre sur la quantité des données et la valeur de la donnée stockée pour déterminer finalement le potentiel de compétitivité de l'entreprise. On va y revenir. Lorena, sur cette notion de comment je récupère la donnée insidieuse. Tout à fait. Après, je peux répondre aux messieurs. Moi, j'ai un petit peu le même cas d'étude. Moi, je suis dans la chimie, donc B2B. Très compliqué justement avoir de l'information du client. Et puis savoir quelle information qu'il me faut, enfin qui m'apporte cette information. Aujourd'hui, nous par exemple, on va vendre à un acheteur ou à un chef méthode, par exemple, mais finalement, c'est pas lui qui va utiliser mon produit, c'est l'opérateur qui est à côté de sa machine. Et alors, mon entreprise, elle est encore en cours de réflexion sur quels outils mettre en place, mais une entreprise sort du groupe. A mis en place une application pour les techniciens qui est juste une application de service. C'est une simple réglette numérique qui va mesurer la température par rapport à la pression de vapeur, etc., etc. Et en fait, en sachant comment ils utilisent cette application, on sait qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce qu'ils vont utiliser plus la température? Est-ce qu'ils vont utiliser plus
le point d'ébullition. Enfin, vous voyez, peu à peu, en fait, quand on voit leur comportement dans cette application, on comprend ce qu'ils ont besoin. Et là, on récupère l'information. Et là, on sait comment lui renvoyer le message et récupérer plus d'informations. En fait, c'est donnant-donnant. Donc, en fait, il faut vraiment voir qui est le client final, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, qu'est-ce qu'il peut utiliser. Nous, en chimie, l'opérateur, il a peut-être aussi sa machine. Il n'utilise pas du tout le téléphone dans sa journée. Mais les nouvelles générations sont tout le temps avec ce téléphone. Donc en fait, voilà, il faut voir au fur et à mesure qui est ses clients, qu'est-ce qu'il utilise, et puis lui apporter des petites choses comme ça, un newsletter, un service, une application, et en interaction, on sait comment récupérer tout ça, et puis finalement, ils adhèrent par eux-mêmes, parce qu'on sait qu'est-ce qui les intéresse. Finalement, il y a deux voies, c'est l'approche directe. Donc l'approche commerce qu'on connaît depuis l'origine des temps, c'est je te donne de l'élément, qu'est-ce que j'ai en échange, ce que tu dis Philippe. Et puis l'approche indirecte, c'est d'analyser par d'autres voies le comportement, des questions un peu plus obliques, et qui permettent de dire, finalement, c'est pas ce que je veux savoir, mais ça m'aide à comprendre comment on utilise ça. Il y avait une autre question, oui, Charlie. Merci. Je voudrais juste rebondir quand vous parliez qu'effectivement on est à l'âge de pierre encore en termes de réglementation. Aujourd'hui il y a la RGPD qui tombe et puis personne n'avait vu venir, ça nous fait tous drôle. Par rapport aux technologies, puisqu'on parlait aussi que quand on rentre maintenant dans les magasins, on va être capable de nous identifier et de savoir exactement qui on est, ce qu'on est potentiellement intéressé d'acheter. Comment en termes de stratégie et de loi, est-ce qu'on voit cette approche? C'est-à-dire, est-ce que dans la loi, on a prévu dans le futur ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon de récolter ta data pour justement réglementer et accompagner et pas développer des avantages concurrentiels qui, pendant un certain temps, ne seraient pas réglementés et donc... Merci. Alors, la loi est théoriquement par nature flexible. Je dis théoriquement, parce qu'elle est censée être neutre technologiquement. On a vu avec la loi informatique et liberté que c'était finalement pas tellement vrai. Elle a tenu un certain temps, mais ça fait déjà 10 ans qu'on estime qu'elle est à bout de souffle. Ensuite, par contre, on a une autorité qui a été capable de réorienter le texte pour lui donner une certaine aisance face aux nouveaux usages de la donnée. Maintenant, le RGPD, lui, c'est un texte qui effectivement est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus flexible, qui a anticipé quand même pas mal de problèmes actuels. Garantir qu'il pourra à l'avenir encaisser, je dirais, toutes les nouvelles méthodes de collecte d'informations ou autres, je peux pas vous le dire, ça c'est pas possible, je suis à Madame Irma. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des notions qui sont extrêmement larges aujourd'hui, notamment par exemple une des rares qui ressort directement dans le texte, parce qu'elle est écrite dans le texte en anglais, c'est la notion de profiling. La notion de profiling, c'est une notion transverse qui allume un peu tous les warnings possibles et imaginables dans le texte. Donc quand vous faites du profiling, c'est vrai que vous savez que, je dis pas une fois de plus que c'est impossible, c'est pas la question, c'est pas illégal, c'est pas impossible, c'est pas ça. C'est que vous allez avoir une activité qui est sensible, qui est fortement réglementée. Il va falloir prendre des précautions justement pour obtenir souvent le consentement. Aujourd'hui, qui dit profiling dit obtenir le consentement d'une façon ou d'une autre. Et là où le texte doit rester flexible, c'est que l'obtention du consentement, la façon dont on obtient un consentement d'une personne pour justement obtenir cette donnée si précieuse, si intrusive des fois, la façon dont on l'obtient, ça c'est expliqué. La façon dont on doit l'obtenir, la qualité du consentement est expliquée, mais pas comment. Pas techniquement comment. Ça c'est fluide, c'est laissé à l'appréciation des personnes qui vont le mettre en place. C'est bien. Ça veut dire qu'à l'avenir, on va certainement pouvoir imaginer des solutions pour obtenir le consentement d'une façon un peu plus sexy qu'une case à cocher dans une page web. Parce qu'il faut admettre que c'est pas très sympa et que quand vous allez en avoir 2, 3, 4, 5 à cocher, on va pouvoir commencer à utiliser le site. J'imagine qu'il va y avoir ce qu'on appelle un fortaux de rebond. Voilà. Et que les gens vont s'en aller parce qu'ils vont être fatigués et que les petites clauses que j'écris moi avec amour, je sais que personne ne les lit. Voilà. J'en ai conscience. Mais peut-être qu'on est en train de rentrer dans une autre ère où les gens, on va les forcer aussi à prendre conscience de tout ça
Donc ils vont vouloir savoir ce qu'ils font avec leurs données, mais on va les aider, on va les accompagner, y compris dans le parcours utilisateur. On va diffuser aussi cette information et obtenir leur consentement au bon moment, avec les bons arguments, toujours dans la même idée de ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus de finesse pour qu'ils adhèrent vraiment, qu'ils soient contents de donner leur consentement, parce qu'ils savent que ça va leur donner des vrais services. C'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que vous leur offrez en échange? Il faut qu'ils aient envie. Et en même temps, il faut que le consentement soit libre. Donc il ne faut pas non plus que ce soit une carotte qui les oblige à dire oui, je suis d'accord. Non, il faut que ce soit libre. Et ça, c'est très compliqué d'obtenir la liberté. Donc en fait, il y a tout un nouveau travail aussi de la part de la partie technique pour imaginer des nouvelles façons pas d'appâter, c'est pas d'appâter, il ne faut pas les tromper, il faut juste les mettre dans des conditions où ils sont en confiance et où ils sont d'accord pour partager leurs données et où il y a de la sécurité aussi et qu'ils sont sûrs que leurs données vont partir n'importe où et qu'on va être capable aussi de les confier, de leur dire oui, vous confiez votre donnée avec un niveau des fois très très intrusif à des gens qui vont en faire un usage responsable. Ça va très loin. La responsabilité, ça veut dire que vous êtes détenteur d'un bien qui est un bien incroyablement précieux et incroyablement dangereux. J'ai souvent, d'autres fois, j'avais des scientifiques en face de moi, je disais c'est comme d'avoir du plutonium. Ça ne vous viendrait pas l'idée de stocker du plutonium dans le tiroir de votre salle de bain. Parce que vous savez que vos enfants peuvent venir, que voilà. Et ben, la donnée, le plus elle est sensible, le plus c'est radioactif, et le plus vous allez devoir prendre des précautions pour la conserver, pour savoir où elle est, pour la tracer, pour mesurer son degré de radiation, pour savoir comment vous en débarrasser à la fin. Donc tout ça, en fait, c'est une logique que chaque entreprise qui utilise de la data doit vraiment intégrer très profondément dans son ADN. Voilà, alors maintenant, on lance un petit peu plus, on démystifie un peu cette notion de data, on a de la donnée à traiter, et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la valeur de la donnée? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de durée, de cycle de vie de la donnée, ce qui est toujours valable, est-ce qu'elle ne vient pas à un moment donné polluer? Alors, comment on traite ça d'un point de vue marketing? Est-ce qu'il faut garder toutes nos données? Parce que autant, quand on a des livres, à chaque fois qu'on rajoute des livres, on rajoute des éléments de bibliothèque, et puis à un moment donné, on dit là, j'ai beaucoup trop de livres, qu'est-ce que j'en fais? Cette donnée, on la voit presque jamais, on la stocke dans les clouds. On sait que dans très peu de temps, on aura presque chacun d'entre nous un téraoctet de données stockées, chacun de façon individuelle. On sait que ça consomme énormément d'énergie. Comment il donne une valeur à cette donnée? Et puis, du coup, vous voyez où est-ce qu'on va aller après avec Julien, c'est comment la détruire proprement. Donc voilà, c'est quoi la valeur? Est-ce qu'il y a des méthodes qui nous permettent de valoriser cette donnée? Oui, il y a plusieurs méthodes de valoriser. Ça dépend de ce que l'on entend par valoriser. Donc il y a le côté que je vous disais avant, un peu comptable, un peu économique. La valeur que chaque métier donne à sa donnée. Parce qu'une valeur, une donnée, par exemple email, ne sera pas la même pour une entreprise qui fait beaucoup du marketing direct qu'est pour une entreprise, peut-être un messagiste. Voilà. Donc ça, la valeur, elle dépend de chaque entreprise, de chaque métier. La valeur en tant que telle, elle peut se valoriser aussi. Aujourd'hui, on parle de valoriser des fichiers. On peut valoriser des fichiers parce qu'on a des critères. Voilà. Est-ce que cette valeur, elle dure dans le temps? Est-ce qu'elle est fiable? D'où elle vient? Donc on peut valoriser des fichiers comme ça, et c'est des fichiers qui ensuite peuvent être tout à fait échangés, donc soit échangés, soit vendus, achetés, loués, etc. Ensuite, pour parler du cycle de la donnée, là encore une fois, ça dépend de quelles données on traite. Par exemple, dans le débit, ça sera un mois. Par exemple, dans la vente des métaux, ça sera peut-être quelques jours, parce que la vente des métaux dépend du cours de métaux. Donc tout dépend en fait, qu'est-ce qu'on a, quel est notre métier, justement, pour que cette donnée, elle ait un cycle de vie. Et puis après, c'est le stockage aussi. Aujourd'hui, avec justement la réglementation, par exemple les cookies, on pourra les stocker que 13 mois renouvelables, mais 13 mois uniquement. Donc pendant 13 mois, on peut l'utiliser, et puis après, il
pour retracer la perte de trucs. Donc la valeur, aujourd'hui, la donnée, elle peut se valoriser. Aujourd'hui, ça dépend à quel niveau on a, à quel point de vue. Alors Sylvain, Philippe, là, est-ce que d'un point de vue des outils numériques, on a des logiciels qui nous permettent d'affecter un poids économique sur certaines données, une valeur sur certaines données, en fonction évidemment du métier, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous aider, nous qui tricotons cette masse, hein, d'y voir un peu plus clair et de faire une fois par an ou une fois tous les 15 mois un peu de tri dans notre archive de données et dire celle-là, très pertinente, alors je vais l'enlever. Alors Gérald ou Philippe, c'est pas on va parler aussi avec monsieur, parce que sur le sujet de la suppression de la donnée, finalement, c'est aussi votre partie, parce que avant la destruction, il faut la valoriser. D'accord, on va la valoriser d'abord. Okay. Il n'y a pas la destruction. Non, alors sur la conservation, c'est sûr que ça a toujours été un sujet. Hein, la durée pendant laquelle on a le droit de conserver une donnée, suivant comment on l'a acquise, suivant la nature de la donnée, suivant l'activité de la personne. Alors, si on prend des exemples, on citait 13 mois qui est la durée pour les cookies. Pour conserver la donnée issue des cookies, ensuite le cookie doit être effacé de la machine de la personne si elle n'est pas revenue sur le site. On a une durée par exemple de 3 ans sur un site de e-commerce qui est la durée de conservation des données que l'on a obtenues sur par exemple un formulaire de collecte web, tout bête. Si la personne n'a pas donné signe de vie depuis plus de 3 ans, on est censé supprimer la donnée. Je dis on est censé parce qu'aujourd'hui, c'est rarement bien fait. Enfin, chaque fois qu'on passe, qu'on fait des audits, nous, juridiques, on ne fait pas d'audits techniques, nous, on demande, aujourd'hui elle est là, et on n'a pas envie de les effacer. Pourquoi vous en faites quelque chose? Non, on fera bien quelque chose un jour, donc on la conserve. On est tellement content de l'avoir que... Alors, l'idée, que je représente un peu le côté légal, c'est aussi effectivement de faire le tri dans tout ça, en se disant, soit vous la conservez, vous en faites quelque chose, et il y a peut-être la valeur à retrouver, et donc vous avez réactivé un cycle de vie pour cette donnée, parce que cette donnée, sinon, elle est censée être morte, et une donnée morte, c'est une donnée qu'on est censé détruire, on n'a plus besoin, on n'a plus de légitimité à la conserver. Alors là, je fais grosse maille, parce que pour le coup, le règlement est infiniment plus complexe que ça sur ce sujet-là. Mais techniquement, ça doit se traduire aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour reprendre des termes du règlement by design, par des systèmes d'autodestruction de la donnée en base, d'archivage automatisé, avec des restrictions d'accès à la donnée en fonction des finalités, donc des bases légales qui vous permettent de conserver cette donnée. C'est un peu compliqué tout ce que je viens de dire, j'en ai conscience, mais je ne peux pas le résumer plus simplement que ça. C'est-à-dire, juste, si vous conservez une donnée, c'est que vous avez une bonne raison de le faire. Et la raison, elle est aussi légale. Et c'est cette raison légale qui va conditionner la durée de conservation. Et si vous ne voulez pas faire d'impair, la seule solution, c'est de qualifier correctement votre donnée, qualifier correctement ce qui vous permet de la conserver, et du coup de paramétrer votre base de données pour qu'elle efface automatiquement la donnée qui est inactive, ou en tout cas que vous n'avez plus le droit de conserver, parce que ça devient de la donnée illégale. Et vous pouvez être condamné pour ça. Alors je mets beaucoup de guillemets, mais c'est le cas. Donc c'est important, la donnée comme élément brut, on voit que ça a un intérêt, mais il faut absolument taguer cette donnée ou mettre un indicateur qui précise sa durée de vie et puis qui ensuite ça transmise à Julien qui va... Oui, on a pu voir qu'il y a une valeur à la data, donc c'est intéressant de manager cette data et finalement de la produire le mieux possible, d'optimiser sa production. C'est par exemple, alors dans la data, on a parlé beaucoup de data, là encore un bon exemple, par exemple sur les différentes étapes de l'entonnoir commercial, ça c'est par exemple un élément facile, on va dire, de mise en place de mesures de données, de remontée de data, qui va permettre une optimisation très rapide. Je rebondis sur la question d'avant, par rapport aux data, on parle énormément de data ici, enfin, des acteurs autour de ça, sur la data qui est générée, qui est la source de cette data, elle est générée essentiellement, on peut voir par des acteurs humains, mais aussi tout un pan de data qui est généré par des éléments de mesure qu'on peut voir à l'extérieur. Le plus grand exemple avec ça, c'est la météo. Voilà, où on va
fait énormément d'informations de la nature pour essayer de fournir des services effectivement monétisables. Voilà. Un peu d'exemples concrets. Je ne sais pas si c'est concret, mais de la data, il y en a partout. Enfin, je suis sûr qu'on se pose 2 minutes, on parle d'un sujet, on va trouver plein de trucs pour faire de la data, où il y a déjà de la data qui est calculée. Si vous faites du sport aujourd'hui, vous avez sûrement une application, en tout cas vous allez avoir une application qui va collecter vos points GPS. De ces points GPS de votre tracé, on va ressortir vos performances, et ça va vous amuser. Et il n'y a pas forcément de valeur marchande à ça. Il peut y avoir un deuxième niveau de marchand de trucs, mais souvent c'est vous-même qui payez ce service-là. Vous payez ce service pour traquer votre donnée, et après vous allez la travailler a posteriori, mais parce que l'application vous fournira. Je suis persuadé, si on se met autour d'une table et qu'on parle d'un sujet, on trouve 10 applications de collecte de data, où il y a déjà de la data qui est collectée sur ces... Donc la data elle est un peu partout en fait. Alors pour finir, Julien, comment on a détruit, est-ce qu'on a détruit correctement et qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme solution pour aller jusqu'au bout de cette durée du cycle de vie de cette donnée là. On voit la valeur, on sait à peu près où est-ce qu'on va la récupérer, on sait comment on va la traiter, et à un moment donné, comment on la détruit. Mais avant de la détruire, il faut déjà commencer par la protéger, tout simplement. Donc protéger la donnée, ça passe par plusieurs niveaux. Donc le niveau le plus basique qu'on connaît tous, c'est la sécurité au niveau périmétrique. C'est protéger vos réseaux pour éviter de vous faire usurper, voler ces données. Donc ça passe par des solutions basiques comme des pare-feux ou toutes choses identiques. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait que vous allez pouvoir vous faire usurper l'identité. C'est-à-dire que les personnes malveillantes vont pouvoir s'identifier avec vos identifiants sur vos réseaux pour vous voler cette donnée. Donc le deuxième niveau de sécurité pour protéger votre réseau, c'est de faire des contrôles d'accès. Protéger un peu plus finement votre réseau via des solutions qui vont permettre justement d'identifier les personnes, un peu comme ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau profiling, mais au niveau utilisateur, pour donner l'accès à vos clients, à vos utilisateurs, qu'aux données dont ils ont besoin et dont ils ont l'utilité. Le troisième niveau de protection, qui est le troisième, mais bon, c'est un des plus faciles à mettre en œuvre et un des moins coûteux, c'est le cryptage de données, qui fait que si on vous vole toutes vos données, peu importe la donnée, la personne qui va récupérer cette information va pas pouvoir s'en servir. Parce que le logiciel qui est derrière, qui tourne, va crypter l'ensemble des fichiers ou des données, et du coup, il ne pourra pas s'en servir. Voilà pour la protection. Voici. Sur la partie périmétrique, je reviens sur le premier point, que vos données soient stockées en interne, donc en local, sur vos serveurs, ou dans le cloud. Il existe des solutions vraiment dédiées à ça, qui sont faites pour protéger tout type de données. Donc ces données, on a tendance à les conserver dans le temps. Moi-même, je commence à avoir un peu d'ancienneté dans le milieu de l'informatique, et je stocke des fichiers Excel sur mon PC, des données de mes clients. Donc j'ai une base de clients énorme avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des adresses mail. J'ai des clients qui sont dans le médical, ils ont des numéros de sécurité sociale. On travaille avec des banques, donc où on peut, ces banques-là stockent vos numéros de carte bleue, tout ce qui est code, tout ça. Et la problématique qu'on rencontre, que ce soit une petite TPE ou un grand compte, qu'il y ait un directeur des services d'information ou même un petit technicien qui va gérer ça, dans 9 cas sur 10, les données sont stockées à l'infini sur des serveurs. Au lieu de faire du tri dans les données, les personnes préfèrent ajouter des disques durs sur leur serveur pour stocker, toujours stocker. Nous, notre devoir de conseil en tant qu'intégrateur et un peu on prêche la bonne parole en cybersécurité, enfin résumer un peu tous les intervenants, c'est qu'il faut qualifier cette donnée et mettre une durée de vie dessus afin de pouvoir faire ménage au fil du temps. Et le plus gros de notre boulot actuellement, en tant
intégrateur et stockeur de données, ben, c'est de se mettre en relation avec les éditeurs de logiciels pour justement que ces éditeurs-là mettent une durée de vie sur des cookies, sur des bases de données, pour que nous, derrière, on puisse effacer les données. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ok, merci Julien, merci. Donc voilà, on a fait un petit peu le chemin jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos experts en face de vous? Et si vous n'en avez pas, je vais demander à chacun d'entre vous un petit mot de conclusion sur finalement où est-ce qu'on en est, comment vous voyez l'avenir de cette data. Là, vous avez mis en évidence quelques éléments sur la partie économique, sur la partie régalienne des choses, légale des choses, sur la partie récupération, etc. Comment tout ça va évoluer? On sait quand même qu'on est confronté à une interrogation là, sur cette dimension de stockage. On sait que le stockage, ça consomme de l'énergie, c'est pas forcément bon pour la planète, c'est compliqué de pouvoir le gérer. C'est quoi un peu les évolutions de cette data et de son traitement? C'est la question piège. Alors, qui est-ce qui est prêt à répondre à ça? Là, on est quand même dans un forum B2B avec des entreprises. Moi, je veux juste peut-être dire que si vous n'avez pas conscience que dans vos entreprises, il y a de la donnée et qu'elle a de la valeur, prenez-en conscience rapidement. C'est important. Bien connaître, bien stocker, enfin tout ce qu'on a dit autour de la data, ça va être vraiment faire partie de vos forces de votre entreprise. Et après, si je reviens sur le côté B2C, plutôt que vous personnellement sur la donnée, il ne faut pas forcément en avoir trop peur. Il y a effectivement cette réglementation qui amène un climat un peu anxiogène autour de tout ça. Mais tu l'as dit justement, il y a une notion de consentement. Vous allez donner votre consentement pour qu'on puisse utiliser votre donnée. Et normalement, si les choses sont bien faites, si vous ne donnez pas votre consentement, vous ne serez pas sollicité. Alors, jusqu'à maintenant, c'était un peu la jungle. Je suis très transparent sur le sujet. Je ne dis pas que demain, tout va bien se passer. Mais je pense que cette réglementation, elle est là aussi pour cadrer pas mal de choses. Pas mal de déviances qui ont eu lieu aussi ces dernières années. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, à la fois sur le B2B, à la fois sur le B2C, réfléchissez. La donnée, c'est intéressant et surtout, pour vos entreprises, il y a une vraie valeur à ça. Moi, je dirais qu'il est important de bien cadrer sa donnée, d'essayer de suivre une méthodologie. D'abord, c'est poser la question, qu'est-ce que je cherche? Quelle information on va chercher? Parce qu'en fonction de la question, on n'utilisera pas une colonne, par exemple, on laissera l'information de côté. Donc, c'est bien savoir qu'est-ce qu'on fait, de bien la soigner, cette information, de la nettoyer, de voir sa cohérence, de comprendre pourquoi on l'utilise, de voir les doublons, par exemple, parce que déjà, quand on arrive à ce moment-là, on a déjà 50% de tout ce qui est réglementation, de tout le rapport qu'on doit donner. Parce que si demain il y a un client qui me demande je veux que vous me l'enlevez de votre base, et que j'ai deux personnes doublons, avec la même adresse mail, mais qu'il y a juste le numéro de téléphone qui change, voilà, il faut vraiment prendre soin de sa donnée, parce que derrière, on pourra mieux l'exploiter. Quand on veut vraiment faire machine learning, intelligence artificielle, ces données, il faut qu'elles soient propres. Et pour faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle, pour répondre à une question, il faut savoir choisir la donnée qui va donner cette réponse. Demain, si je cherche à savoir quelle est ma prévision des ventes, je sais qu'il faut que je prenne mon chiffre d'affaires, mon marge, mon prix. Ça ne me sert à rien, mon adresse mail. Et ainsi de suite. Donc vraiment, essayer de prendre conscience de l'importance de bien la cadrer, de bien avoir une méthodologie et surtout, je dirais aussi, avoir le côté, cette double casquette métier.
je veux dire, un marketeur qui peut avoir, disons, des notions de data, des compréhensions, c'est vraiment un atout. Quelqu'un qui fait que de la programmation sans savoir pourquoi, il aura ses limites. Donc c'est important d'avoir justement dans son équipe ces deux compétences-là. Les compétences métier qui comprennent pourquoi on va apporter cette valeur ajoutée. Et le côté technique, parce que c'est de plus en plus technique à cause des outils et tout ça. Un vrai métier. Tout d'abord, il faut identifier vos plateformes de production de données. Je pense que c'est un des premiers boulots. Vous avez déjà des données chez vous, vous en avez déjà qui sont produites, il faut les référencer, savoir lesquelles elles sont, et du coup, vous allez pouvoir diriger une valeur là-dessus, vous en servir. Ensuite, toutes les données ne sont pas personnelles. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas personnelles. Et là, allez-y, vous pouvez vous en servir. Ensuite, rapidement, sur la partie B2C et consentement, dans le consentement, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit indiquer pourquoi faire sur ces données-là. Et finalement, il y a une confiance qui se fait entre la personne qui consent à donner ces données dans un but. Et finalement, l'entreprise qui garde ces données-là s'engage aussi à utiliser ces données dans ce but-là, et pas sur autre chose. Et du coup, on devient responsable de cette utilisation-là. Et ça, c'est intéressant. Merci Sylvain. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Profites-en parce qu'il reste 10 minutes. Super. J'ai pris quelques notes pour l'occasion, je me suis payé aussi. D'abord, la donnée, quand vous la structurez, en fait, chaque fois que vous allez prendre soin de votre data, vous allez activer d'autres mécanismes légaux. Il y a plein de textes qui concernent la donnée aujourd'hui, et il y en aura de plus en plus demain. Et à chaque fois que vous allez prendre soin de votre donnée, donc je vais dans le sens de mes petits camarades, ça va vous permettre d'activer finalement des commutateurs, j'ai envie de dire, légaux. Donc vous avez des textes qui vont s'appliquer. Alors si je prends l'exemple de la structuration, le fait de structurer votre donnée, de la travailler, de la dédoublonner, de lui donner de la valeur, de la rendre exploitable, ça va vous permettre d'activer le droit sui generis. En tant que producteur des bases de données, vous avez la capacité d'être protégé par un droit de la propriété intellectuelle, un droit spécial, qu'on appelle le droit sui generis des bases de données. Il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe, il y a tous ceux qui s'occupent de données correctement qui savent que ça existe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser à l'actif en disant, voilà, dans mon portefeuille de propriété intellectuelle, j'ai du droit sui generis. Et ça s'appuie sur les investissements. Les investissements que vous faites, mais pas n'importe quelle sorte d'investissement, ceux qui vous permettent justement de structurer votre donnée pour la rendre exploitable. Je vais un peu vite parce que sinon, il faudrait que je vous fasse un cours de droit. Deuxième point, quand vous protégez votre donnée, quand vous êtes sur la sécurité, c'est sûr que vous allez rentrer potentiellement, si vous le faites bien, en conformité avec la réglementation, avec le RGPD, qui a un pan énorme en matière de sécurité. Vous devez avoir une sécurité adaptée. Bon. Et puis si vous êtes dans certains domaines, les données de santé par exemple, vous devez avoir un hébergeur agréé de données de santé, etc. Donc la sécurité, ça vous permet aussi d'être en conformité. Deuxième point. Si maintenant on retourne le problème, quand vous avez de la sécurité, par exemple sur un site web, et que vous protégez correctement votre périmètre, le périmètre de votre système d'information, ça va vous permettre d'activer une protection, au contraire. C'est pas de la conformité, c'est que ça va vous permettre d'utiliser un fondement légal, un texte légal qu'on appelle la loi Godefroy, 323 suivant du code pénal, vous irez lire si vous ne savez pas quoi faire pour vous endormir, et vous allez vous apercevoir que c'est de la défense périmétrique. En fait, c'est l'explication de... voilà, si vous mettez des barrières autour de chez vous, vous allez pouvoir vous battre contre quelqu'un qui vient violer votre propriété. Si vous ne mettez pas de barrières autour de chez vous, ça va être beaucoup plus compliqué d'activer ce texte-là parce qu'on aura beaucoup de difficultés à démontrer qu'il y a un élément moral, c'est-à-dire une volonté de la personne de venir dans votre système anormalement et en fraude de vos droits. Donc, protéger, c'est mettre une barrière et c'est faciliter la preuve pour les services de police, notamment, qui auront à faire la démonstration que vous vous êtes fait hacker. Donc ça, c'est... Là encore, vous avez activé quelque chose. Puis dernier point,
Le fait de connaître votre donnée, de la structurer, de faire le ménage dans les placards, comme je le dis souvent, de mettre des étiquettes sur les boîtes, ça va vous permettre de tenir à jour la donnée. Et là encore, c'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'une donnée, c'est pas un truc qu'on laisse pour rien. Une donnée, c'est un truc qu'on met à jour, c'est une obligation légale, vous êtes responsable de la donnée. Avoir des données périmées sur une personne, c'est potentiellement prendre des décisions qui sont anormales concernant la personne. La priver d'un service, la priver d'une opportunité. Donc vous avez cette responsabilité-là, dès que vous avez de la donnée, de savoir qu'elle existe et puis de la maintenir à jour. Voilà. Donc dans tous les cas, quelle que soit la façon dont vous prenez le problème, dès que vous vous occupez correctement de votre donnée, vous allez activer tout un tas de belles choses juridiques qui vont, oui, je romance, je vous vois les yeux au plafond, vous avez raison, je romance un peu, mais c'est vrai, vous allez activer quand même des choses qui sont positives d'un point de vue juridique, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Merci Gérald. Julien ? Non, je n'ai pas vraiment de conclusion là-dessus. En résumé, on va détruire de plus en plus de données. Est-ce que les gens sont sensibles? Est-ce que vous avez des signes comme ça qui montrent que d'un côté on a un accroissement des données, Philippe l'a bien dit, on a une foultitude d'éléments qui vont envoyer de l'information, ça c'est de la donnée. Tout à fait. Et est-ce que de l'autre côté, vous sentez une montée en puissance un peu sur ce qu'on vient de dire, la structuration et surtout la destruction des données? Sur la partie structuration, oui bien sûr, on fait pas mal de consulting là-dessus. Et sur la partie destruction, c'est très rare. On fait beaucoup de conseils, on propose des solutions, mais en majeure partie, les clients ne détruisent jamais leurs données. C'est stocké, et comme je vais me répéter, mais c'est stocké à l'infini. Et c'est là où justement on a du boulot, nous, intégrateurs, pour se mettre en relation justement avec les éditeurs de logiciels pour nous-mêmes faire le tri dans vos bases de données. Et après là, je pense qu'on revient dans le côté juridique où, en tant qu'intégrateur, on n'a potentiellement pas le droit de supprimer les données qui ne nous appartiennent pas légalement. Notre rôle, c'est de les protéger et de certifier qu'on les protège, mais pas de les entretenir. Ça reste à la personne qui détient cette data-là de la mettre à jour. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a une question qui a germé pendant ces discussions? Il y en a plein que vous souhaiteriez toucher davantage. On a parlé de législation française. La législation américaine en particulier, c'est pas du tout la même. D'après ce qu'on entend, les données personnelles sont moins protégées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un problème. Alors c'est vrai que la législation américaine est beaucoup plus théoriquement laxiste. Alors je ne suis pas un spécialiste de la législation américaine, elle existe. Il y a des principes qui sont parfois assez proches les autres, mais c'est vrai qu'on a un cran d'avance. La France a toujours eu un cran d'avance parce qu'historiquement c'est le premier pays qui a eu une législation en la matière sur la protection des données personnelles. C'est vrai que c'est un peu un truc français à la base. Maintenant, c'est un texte européen, EDIN. Donc toutes les entreprises qui ont leur siège sur le territoire européen sont soumises à cette loi, donc c'est déjà un peu plus que français. Ensuite, si vous collectez de la donnée d'un citoyen européen, quel que soit votre pays de rattachement, donc y compris si vous êtes américain, du moment que vous traitez de la donnée de citoyen européen, vous êtes soumis au règlement. C'est pour ça que nos petits copains de Facebook, nos petits copains d'Airbnb, tout le monde là, vous avez dû recevoir tous des notifications en disant notre politique, privacy policy, là, elle a été mise à jour, et puis bizarrement on approche du 25, et tout le monde met à jour sa politique. C'est pas par hasard, hein, c'est parce qu'on leur a mis le couteau sous la gorge, faut pas vous faire d'illusions. Donc ils ont envie de montrer pas de blanche parce que Facebook en ce moment, parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt à le faire, parce qu'ils ont vraiment fait des choses en plus en termes d'organisation, parce qu'il y a des enjeux de sécurité qui sont importants, qui vont arriver, qu'ils ont intérêt à montrer qu'ils ont bien fait le boulot, parce que j'en discutais avec des experts en sécurité il n'y a pas si longtemps qui me disaient qu'ils attendaient par exemple de voir le 26 mai si... Alors c'est pas l'application du texte qui leur fait peur, c'est le fait que le texte soit effectivement en vigueur et que du coup il y ait des ransomware qui se mettent en place sur le fait que les systèmes maintenant étant attaqués, les attaquants vont faire un chantage à la dénonciation. Donc au 26 mai, on risque peut-être d'avoir d'énormes attaques en masse
parce qu'il y a un modèle économique des attaquants derrière ça, et que c'est extrêmement bien organisé, et que les mafias s'en sont emparées. Donc il y a une vraie industrie de la prise en otage. Ça a existé depuis des années avec les ransomware, et là, le RGPD risque d'être instrumentalisé pour mettre encore plus de levier, plus de pression pour que les rançons soient payées. Donc voilà, c'est un système qui est mondial. On ne peut pas avoir ça que du côté français. Et évidemment, les Américains, ils ont intérêt à dire non, attendez, ok, on s'est fait piller notre base, parce qu'on sait que de toute façon, en sécurité, en général, il y a toujours un moyen d'entrer, c'est le jeu du chat et des souris, donc il n'y a jamais rien d'absolu en sécurité. Mais par contre, ils auront la capacité de dire regardez, nous on avait tout bien fait, on s'est fait attaquer, mais franchement, à côté de ça, on est nickel. Il faut le prendre en considération. Merci à tous, j'espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur ces sujets-là, et il me reste à remercier nos intervenants. Merci à vous.